Pour soutenir la chaîne, buy me a coffee. Merci. Ligne de fuite. De James Tiptree. C'est sur le vol Omaha-Chicago que le docteur Hein fut remarqué une première fois. En sortant des toilettes, un collègue biologiste de Pasadena l'aperçut dans la rangée latérale. 5 ans auparavant, l'homme avait été quelque peu jaloux des compétences notoires du docteur Hein. Aussi lui adressa-t-il un salut plutôt froid. La réponse du docteur le surprit par son intensité au point qu'il faillit se retourner pour engager la conversation. Mais il se sentait trop fatigué. Comme tout le monde, ou presque, il luttait contre l'épidémie de grippe. L'hôtesse, qui leur avait tendu leur par-dessus après l'atterrissage, se souvenait également de lui. Un homme grand et mince, sans signe particulier, si ce n'est une chevelure rousse. En empoignant la rampe, il l'avait dévisagée d'une manière qui lui avait paru étrange, mais comme elle venait de lui donner sa pèlerine, elle s'était contentée de lui céder le passage. Elle avait observé Hein tandis qu'il avançait, traînant le pas, dans le brouillard de l'aéroport. Apparemment, il était seul. Malgré les panneaux indicateurs de la défense civile, l'Irlandais avait mis un certain temps pour atteindre le passage souterrain. Personne n'avait noté la présence de la femme. La femme qui souffrait l'agonie. Sur le vol à destination de New York, rien ne permit d'identifier le docteur Hein, sinon que le jet de 2h40 avait un « names » sur la liste des passagers. Il pouvait très bien s'agir d'une orthographe erronée du mot « Hein », ce qui s'avéra être le cas. Hein passa l'heure que dura le vol à observer la grève s'étirer paresseusement sous la brume, s'étrécir pour s'étirer à nouveau. La femme était dans un état de faiblesse plus marqué. Entre deux toux, elle s'épuisait à arracher les croûtes sur un visage que ne dissimulaient qu'à moitié de longs cheveux. Hein ne put s'empêcher d'évoquer cette longue chevelure qui jadis avait été si belle et qui aujourd'hui n'en finissait pas de ternir et de se clairsemer. Il porta son regard au large pour ne penser qu'au brisant à l'âme froide et pure. Il aperçut à l'horizon un immense voile noir. Quelque part dans l'immensité, un pétrolier avait ouvert ses cheminées. La femme toussa à nouveau. Hein ferma les yeux. Le brouillard enveloppa l'avion. Il fut repéré une deuxième fois au moment où il s'inscrivait sur le vol de la BOAC à destination de Glasgow. L'aéroport Kennedy, dont le système d'aération s'avérait tout à fait inadapté à ce torride après-midi de septembre, était transformé en véritable sauna. Les voyageurs en partance, chancelants et suants, jetaient des regards hébétés sur les panneaux d'information. « Protéger les dernières vertes demeures !» Telles étaient les revendications affichées par une association pour la protection de la nature contre la défoliation et le drainage du bassin d'Amazonie. Des gens dénonçaient à qui voulait les entendre l'incomparable féerie des retombées de la nouvelle bombe propre. La file d'attente se comprima pour laisser passer un groupe d'hommes en uniforme, arborant des badges où on lisait « Qui a peur ?» C'est à cet instant précis qu'une femme avait remarqué le docteur Hein. Elle entendait le journal trembler dans sa main. Jusqu'ici, elle et sa famille avaient eu la chance d'échapper à la grippe. Aussi lui avait-elle jeté un regard pénétrant. Effectivement, son front était tout en sueur. Ramenant ses enfants à elle, elle s'était écartée de la file d'attente. Elle se souvenait bien. Il utilisait un pulvérisateur Instax. Non qu'elle ait une quelconque opinion sur Instax. Chez elle, on achetait Clea. Pendant qu'elle l'observait, Hein avait tourné brusquement la tête et l'avait regardée avec insistance. Des bulles flottaient encore autour de lui. Quelle indécence, avait-elle pensé en se détournant. Elle ne se rappelait pas qu'il était dressé la parole à une femme, mais par contre, elle avait dressé l'oreille au moment où le guichetier avait annoncé la destination du docteur Hein. Moscou. Malgré quelques réticences, le guichetier confirma le fait, ajoutant qu'Hein avait embarqué seul. Aucune femme n'avait pris de billet pour Moscou, bien qu'il eût été facile d'en faire disparaître la trace. Aujourd'hui, tout ce monde était persuadé qu'elle était avec lui. C'est avec 1 heure de retard qu'Hein atterrit à Keflavik, après un vol via l'Islande. Il traversa le parc de l'aéroport, respirant non sans délice l'air rempli d'iode. À chaque inspiration,
Il se remettait à tousser. Par-delà le grondement des bulldozers, on pouvait entendre la mer abattre ses immenses pattes sur le clavier de la grève. Le petit parc abritait un bosquet de bouleaux jaunes. Sur le sentier picorait une volée de culs blancs. Hein songeait. Le mois prochain, il serait en Afrique du Nord, un ruban de 2000 kilomètres à la merci de ces petits êtres ailés. Il sortit un paquet de sa poche et leur lança quelques miettes. En ces lieux, haletante sous le vent du large, ses grands yeux fixés sur Hein, la femme semblait plus valide. Les bouleaux qui la dominaient avaient la même teinte dorée que la première fois où il l'avait vue, ce fameux jour où sa vie avait véritablement commencé. Il était là, accroupi près d'une souche, en train d'examiner une musaraigne, quand il avait senti onduler les fougères. Il avait eu alors la vision troublante d'une jeune fille nue, à la peau laiteuse et rosée, qui venait à lui dans les ors de la forêt. Penché sur la mousse doucereuse, le jeune Hein avait retenu son souffle, le cœur battant la chamade, tandis que la musaraigne courait sur sa main paralysée. Son regard s'était fixé sur cette chevelure indécente qui glissait sur une échine délicate pour venir effleurer 2 fesses en forme de cœur. La surface du lac reflétait un calme absolu, poussière d'argent sous le ciel embrumé. Dans son mouvement, la fille n'avait pas fait plus de bruit que le murmure ondoyant des feuilles qui s'écartent au passage d'un rat musqué. Puis, le silence était refermé sur la forêt sauvage, où brûlaient comme des torches les arbres que la fille nue avait effleurés. Un instant, il avait cru voir une oréade. Hein avait été le dernier passager à embarquer pour Glasgow. L'hôtesse se rappelait vaguement qu'il semblait fiévreux. Elle était incapable d'identifier la femme. D'ailleurs, bon nombre de femmes se trouvaient à bord, et aussi des enfants, et la liste qu'elle brandissait s'était avérée comporter plusieurs erreurs. À l'aéroport de Glasgow, un serveur se souvint qu'un homme répondant au signalement d'Hein avait réclamé de la farine d'avoine écossaise et en avait ingurgité 2 bols. Évidemment, ce n'était pas réellement de la farine d'avoine. Une jeune maman avec une voiture d'enfant l'avait vu également jeter des miettes aux oiseaux. Lors de son inscription dans les bureaux de la BOAC, il avait été interpellé par un professeur de Glasgow qui se rendait à la même conférence à Moscou. Il avait été jadis l'un des enseignants du docteur Hein. On savait aujourd'hui que ce dernier avait préparé son doctorat en Europe, et tous deux avaient conversé pendant que l'avion survolait la mer du Nord. Plus tard, le professeur déclara qu'il l'avait interrogé sur les mystérieuses raisons qui avaient pu pousser Hein à faire quasiment un détour. Il s'était entendu répondre que les vols directs étaient complets, ce qui s'avéra totalement faux. Il semblait bien qu'Hein ait évité de prendre le vol direct pour Moscou afin d'échapper à l'attention. Le professeur évoquait avec une certaine délectation la carrière du docteur Hein. « Brillant. Oh oui. Et obstiné aussi. Très très obstiné. Pour peu qu'il ait eu l'impression qu'un concept, et souvent, notez bien le concept le plus simple qui soit, veuille l'arrêter dans sa progression, il était alors comme fasciné. Au lieu de passer au point suivant comme l'aurait fait un esprit plus docile, il se mettait alors à réfléchir avec un acharnement au problème. À dire vrai, je m'étais demandé au début s'il n'était pas tout simplement un peu naïf. Mais vous savez aussi bien que moi que c'est le propre des esprits supérieurs de s'émerveiller face aux plus banales évidences. D'ailleurs, comme il fallait s'y attendre, il s'avéra que sa manière de procéder fut un puissant stimulant pour nos recherches à tous, notamment dans le domaine de ces fameuses mutations des enzymes. Il est dommage que votre gouvernement ait cru bon de le démettre de ses fonctions. Non, je vous le répète, jeune homme, il n'a pas dit le moindre mot à ce sujet. En fait, nous avons beaucoup discuté de mes travaux. J'ai été surpris de constater qu'il ne s'était pas laissé abattre. Il m'a demandé quels étaient mes sentiments là-dessus, ce qui ne laissa pas de me surprendre. Maintenant, comprenez-moi bien, je n'avais pas vu l'individu depuis 5 ans. Disons qu'il m'a semblé peut-être juste un peu fatigué, mais qui ne l'est pas aujourd'hui. En tout cas, je suis certain d'une chose. Il était heureux de sa reconversion. Fallait le voir trépidant à chaque atterrissage à Oslo, à Bonn. Oh oui, il donnait à manger aux oiseaux, mais il n'y a là rien de bien nouveau. Sa vie en société au moment où je l'ai connu? Des opinions radicales? Écoutez, jeune homme, je vous ai raconté tout cela eu égard à la personne qui vous a envoyé, mais je tiens à ce que vous sachiez qu'il y a comme une indécence de votre part à aller penser le moindre mal de Charles Hein, ou à lui supposer quelque action malfaisante. Au revoir.
le professeur n'avait pas fait la moindre allusion à la femme qui partageait la vie du docteur. D'ailleurs, même si Hein était déjà intimement lié avec elle à l'époque où ils étaient étudiants, il n'aurait pu le savoir. Personne ne s'était jamais douté à quel point elle l'obsédait, à quel point il perdait la tête devant le miracle et la richesse infinie de son être. Il s'était vu chaque fois qu'il avait un moment de libre, soit en public, où il faisait comme s'ils se rencontraient par hasard, se contentant d'une attitude quelque peu affectée, une sorte de séduction réciproque mais retenue, soit en privé, aux heures plus tardives de la soirée, et cela décuplait l'intensité de leur amour. Il se grisait en elle, la possédait sans lui permettre nul secret. Ses rêves étaient emplis de la douceur de ses printemps, des ombres que dessinaient certains mystères de son corps, de ces formes éclatantes de splendeur sous la clarté lunaire dans lesquelles il découvrait des dimensions sans cesse renouvelées à sa félicité. En ces temps bénis des dieux, il suffisait d'un chant d'oiseaux ou de la vision des levreaux bondissant dans la prairie pour lui faire oublier les périls qu'elle encourait du fait de sa nature fragile. Certes, il lui arrivait, aux jours sombres, de tousser un peu, à lui aussi d'ailleurs, mais jamais, en ces années de bonheur, ne lui vint l'idée que la situation devenait critique et exigeait l'urgence d'une étude sérieuse du fléau. Pratiquement tous les participants de la conférence de Moscou notèrent la présence d'Hein à un moment ou un autre, ce à quoi l'on pouvait bien s'attendre eu égard à sa stature professionnelle. C'était une réunion restreinte, mais de très haute tenue. Hein y arriva en retard, après les communications de la première journée. Les siennes ne devaient avoir lieu que le troisième et dernier jour. Bien que de nombreux congressistes aient pu discuter avec Hein ou se soient trouvés assis à ses côtés, aucun ne s'étonna qu'il parlât si peu. C'était un homme plutôt effacé, même si, en de mémorables occasions, il avait soulevé de brûlantes controverses. Ce qui surprit certains de ses collègues, c'est qu'il hachait ses mots comme sous le coup d'une légère fatigue. Un ingénieur indien, expert en chimie des molécules, qu'il avait surpris en train de se servir de son pulvérisateur, lui avait reproché en plaisantant de propager la grippe asiatique. Un collègue suédois se rappelait qu'au moment du déjeuner, Hein avait été demandé au téléphone pour un appel d'outre-Atlantique. À son retour, il avait déclaré spontanément que quelque chose venait de disparaître dans son laboratoire personnel. Quelqu'un avait fait une autre plaisanterie à laquelle Hein avait répondu allègrement par un « Oh oui, tout à fait actif ». C'est à ce moment précis que l'un des biologistes du CHICOM s'était lancé dans un déballage de ses opinions sur la guerre bactériologique, comme il le faisait tous les jours depuis le début de la conférence, pour en terminer sur une invective au docteur Hein, qu'il accusait de fabriquer des armes biotiques. La réponse d'Hein lui avait coupé l'herbe sous les pieds. « Vous avez parfaitement raison. » D'ailleurs, par consentement tacite, rares furent les allusions à des problèmes aussi délicats que les applications militaires de la chimie, le saupoudrage industriel et autres. Dans tous les cas, personne ne se rappelait avoir aperçu le docteur en compagnie d'une autre femme que la vieille madame Vialch, laquelle n'avait guère la possibilité, dans son fauteuil roulant, de subvertir qui que ce soit. Au début, la seule allocution que prononça Hein fut plutôt insignifiante par rapport à ce qu'on pouvait espérer venant de lui. Certes, il avait toujours eu en public une voix plutôt éteinte, mais d'ordinaire ses idées étaient exprimées avec la lucidité propre aux esprits d'élite. Cette fois-ci, il sembla confus, comme s'il n'avait pas grand-chose de neuf à raconter. Son auditoire lui pardonna en mettant cela sur le compte des effets de réserve dus à la sécurité. Il se perdit dans une démonstration brumeuse concernant l'évolution des espèces qui tendait à prouver que les choses allaient vraiment très mal. Il en termina en citant une référence à l'oiseau-cloche de Hudson, chantant pour une race future, à quoi plusieurs personnes dans l'assemblée se demandèrent s'il n'était pas ivre. C'est juste à la fin de son discours qu'il brisa les règles élémentaires de la sécurité en se mettant soudain à décrire les méthodes qu'il avait utilisées pour muter et recréer un virus leucémique. Il en expliqua le processus en 4 phrases d'une admirable clarté et fit une pause. Il donna alors une description à la fois concise et précise des effets de la variété mutante, lesquels n'étaient maxima que sur les primates de premier ordre. Le taux de guérison parmi les mammifères inférieurs et autres espèces approchait 90%. Quant aux germes porteurs, continua-t-il, ils étaient transmis par tout animal à sang chaud. De plus, le virus conservait sa viabilité dans la plupart des milieux ambiants et n'avait aucun problème pour se propager dans l'air. Le taux de contagion était extrêmement élevé. Hein ajouta, et c'est à peine si l'auditoire était préparé à cette révélation, qu'aucun primate auquel on avait fait subir le test, qu'aucun humain accidentellement exposé au virus, n'avait survécu au-delà du 22e jour.
Ces mots tombèrent dans un silence brisé finalement par le pas précipité du délégué égyptien en direction de la sortie. Une chaise à dorure traversa la salle, tandis qu'un Américain déboulait à son tour. Hein ne semblait pas se rendre compte de l'état de paralysie incrédule dans lequel il venait de plonger ses auditeurs. Tout était arrivé si vite. Et d'un qui, surpris par le discours au moment où il se mouchait, en était resté figé, les yeux écarquillés sur son mouchoir, et d'un autre qui poussa un cri de douleur alors que ses doigts commençaient à roussir à la pipe qu'il venait d'allumer. Quant aux deux qui étaient restés à bavarder près de la porte sans accorder la moindre attention à la déclaration du docteur, leur rire carillonna dans un silence de mort auquel firent écho les derniers mots que prononça le docteur Hein. Réellement aucune possibilité de tenter quoi que ce soit. Ce n'est que plus tard qu'ils prirent vraiment conscience de la portée des théories avancées par le docteur, celle en particulier selon laquelle le virus utilisait les propres mécanismes d'immunisation du corps et de ce fait rendait par définition toute défense impossible. C'était terminé. Hein jeta un vague regard vers l'assistance dans l'éventualité de questions, puis il quitta la tribune par le côté et se dirigea vers la sortie, tandis qu'un véritable essaim se formait autour de lui. Pivotant légèrement, il lâcha sur un ton plutôt cynique. « Eh oui, effectivement, cela va très mal. Je viens de vous le dire. Nous sommes tous très mal en point. C'est fini maintenant. » Ils ne s'aperçurent de son départ qu'une heure plus tard. Apparemment, il avait réservé une place sur le vol de la Sinair à destination de Karachi. Les hommes de la sécurité le rattrapèrent à Hong Kong. Il semblait être au bout du rouleau et c'est empli d'une certaine quiétude qu'il accepta de les suivre. Ils repartirent pour les States via Hawaï. Ceux qui l'avaient arrêté étaient des gens civilisés. Comme il semblait vouloir filer doux, ils le traitèrent en conséquence. D'ailleurs, il ne portait ni armes ni drogue. À Osaka, ils lui permirent une petite promenade, menottes aux poignets. Ils ne virent aucun mal à lui laisser distribuer quelques miettes aux oiseaux, prêtant une oreille intéressée aux propos qu'il tenait sur les itinéraires de migration du bécasseau commun. Il était très enroué. À cette heure, l'avis de recherche dont il était l'objet ne faisait mention que d'un problème de sécurité. Il n'était nullement question de la présence d'une femme. Durant le trajet vers les îles, il somnola la plupart du temps, mais dès qu'ils arrivèrent en vue des côtes, il colla son visage à la vitre et se mit à marmonner. C'est l'homme de la sécurité placé juste derrière lui qui eut le premier soupçon. Les mots proférés par le docteur s'adressaient à n'en pas douter à une femme. Il enclencha aussitôt son magnétophone. Bleu, vert et bleu, jusqu'à ce que tu aperçoives les plaies. Oh mon enfant, oh ma beauté, tu ne mourras pas. Je ne te laisserai pas mourir. Je te le répète, cher enfant, c'est fini. Yeux flamboyants, regardez-moi. Laisse-moi encore t'admirer tant que tu es vivante. Reine inaccessible, mon corps adoré, ma douce, ai-je pu réussir à te sauver? Oh, terrible et noble incertitude, enfant du chaos paré de verre dans la lumière bleue et dorée, petite sphère de la vie lancée dans ta course solitaire à travers l'espace, ai-je réussi à te sauver? Au dernier décollage, il était à l'évidence en proie à la fièvre. Vous savez, confia-t-il à l'agent du gouvernement, peut-être s'est-elle jouée de moi. Avec elle, faut s'attendre à ce genre d'attitude. Je la connais bien. Étouffant un petit rire, il continua ses confidences. Elle est tout sauf une frêle créature. Elle pourrait vous déchirer le cœur. À l'approche de San Francisco, il manifesta une certaine joie. Savez-vous, les loutres vont revenir par ici. J'en suis sûr. On ne va pas continuer éternellement à drainer. Un jour, il y aura à nouveau une baie ici. À la base aérienne d'Hamilton, ils l'embarquèrent sur une civière. Il sombra dans l'inconscience peu après le décollage. Avant de s'effondrer, il avait insisté pour jeter ses dernières graines sur le terrain d'atterrissage. « Vous l'ignorez peut-être, avait-il chuchoté aux gardes qui fixaient les menottes à la civière. Mais les oiseaux sont des animaux à sang chaud. » Il sourit gentiment et tomba alors dans un état comateux qui dura pratiquement les 10 jours qui lui restaient encore à vivre. Personne, évidemment, ne s'en souciait plus. Les 2 agents du gouvernement étaient morts bien avant, en fait, juste après avoir analysé les graines et le pulvérisateur. Quant à la femme de l'aéroport Kennedy, elle venait de commencer à sentir les premiers effets du mal. Pendant tout le temps de son coma, le magnétophone placé près de son lit fonctionna sans problème, mais même dans l'hypothèse où quelqu'un serait passé par là et aurait écouté la bande, il n'aurait pu percevoir qu'un incompréhensible babillage à peine fredonné. « Gaïa Gloriatrix, fille de Gaïa, reine,
ou parfois sur un ton grandiloquent et tourmenté. « Notre vie, votre mort !» hurlait-il. « Notre mort, et ce fut la vôtre. Idiot tout cela, idiot !» Et aussi par moments accusateur. « Qu'avez-vous fait aux dinosaures? Vous gênait-il à ce point? Comment les avez-vous exterminés, eux? Le froid. Oh, reine, tu es trop froide. Te voilà arrivé au bout, mon enfant. » Et dans son délire, il pleurait en caressant les draps du lit, ivre de larmes. Ce n'est qu'à la fin, alors qu'il reposait, terrassé par la soif, dans un lit d'immondice, encore enchaîné là où il l'avait oublié, qu'il retrouva soudain la cohérence. D'une voix légère et claire, comme s'il se rendait à un pique-nique amoureux par une belle journée d'été, il dit au magnétophone: « Et les ours? Avez-vous jamais pensé aux ours? Ils sont tellement... C'est drôle qu'on ne les ait jamais vus par ici. Par quel heureux hasard les as-tu sauvés, mon enfant? » Un petit rire sortit de sa gorge déchirée, et peu après, il mourut. C'était Ligne de fuite de James Tiptree. Traduction de Pierre Carré. Si vous avez aimé la lecture de cette nouvelle, merci de liker. Vous pouvez aussi commenter ou alors vous abonner en n'oubliant pas d'appuyer sur la cloche pour être informé des nouvelles publications. Et pour ceux qui sont généreux, n'hésitez pas à me payer un bon café sur Buy Me a Coffee. Merci, à bientôt.